Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. C'est sur les vestiges du plus vaste volcan d'Europe, le Cantal, que notre histoire commence. Le prieuré clunisien de Bredon, qui trône sur l'un des 3 digues volcaniques de Murat, Chastel, Bonnevie et Bredon, n'est pas la trace la plus ancienne de présence humaine dans le Cantal. Comme en attestent les nombreux tumuli, villas et autres mégalithes celtes, les hommes ont vécu ici, sur les plateaux et planètes sud-est du volcan. Les Romains ont investi la région et y ont construit la Via Celtica, qui passe par Bredon et le mont Celtus, le plomb du Cantal, pour relier Rome à Burdigala, ou Bordeaux. Avant le réchauffement climatique médiéval, qui ancra ces terres dans leur fonction d'estive, et avant l'arrivée des Francs, qui laissèrent quelques armes découvertes entre Albepierre et Brezon. Bredon a été construit sur un site troglodytique. Son nom Bredon, au départ, était Bredonum. Bredonum, au fil des temps, il est passé à Bredum, et pour finir à Bredon, le passage du ruisseau, le Bred, et Donum, la colline, ce qui faisait Bredon, la colline du pont. Pourquoi il a été choisi ce site il y a 30 000 ans? Pourquoi il a été choisi? Par sa situation, très certainement. Les habitants logeaient sur les rochers. Et là, ils ont trouvé un site où ils ont pu s'installer. Ils avaient le rocher comme protection. Il leur fallait une source. Elle était à proximité. La roche qu'ils avaient à creuser était quand même plus tendre que le granit et qu'autre chose. C'est une sorte de téphra volcanique, dur à la pioche, mais on arrive. Alors au départ, il a pu y avoir certainement des grottes naturelles qui ont été agrandies, mais de toute façon, toutes celles que vous voyez ont été faites à l'époque du fer pour les creuser. Une famille de nomades, ils s'installent, ils veulent se fixer, protéger le rocher pour les visions à longue distance. Et je pense que ces conditions-là ont fait qu'ils ont choisi ce coin-là. Pourquoi se sont-ils installés là-haut? Étant donné la géographie du lieu de Bredon, il y a aussi la Lannion, les crues de la Lannion. Cet endroit-là, il y a souvent des inondations. Ils ont pu vivre, disons, en paix quelques temps. Et à leur suite, le village s'est construit sur ces grottes-là. Sur ces grottes-là, sur ce site troglodytique. C'est assez unique dans nos régions, quoi. C'est où là? Alors soit c'est là, il y a plein de plantes, soit on passe par dessus. Donc c'est là en fait, ça fait une espèce de... C'est une espèce de faille, un petit peu des fissures, et il y en a un petit peu, il y en a d'autres, je crois, il y en a une autre au bout là.
Il y en a une autre derrière dans l'angle. Il y avait les hiboux qui se mettaient, les grands-ducs, disons. Et alors les gens, on appelait ça le trou de Lugh. Il y avait des légendes que les moines avaient caché des sous dedans quand les Anglais étaient venus. Et alors quand les gosses, les parents étaient embêtés, que les gosses, vous savez, des fois ça casse les pieds, et on disait, allez, va-t'en chercher le trésor des moines. Et puis voilà, les grands-ducs sont partis, c'est bien dommage. Parce qu'ils se sont mis, oh là, quelle horreur, ils se sont mis, il y avait un carrier, enfin, Oui. monsieur Coulon il s'appelait, qui s'est mis à, comment dire, avec des concasseurs, bon, le rocher, ça l'a esquinté, parce qu'il y avait un superbe rocher qui descendait, qui était, oh là. Troglodytique pour les grottes, on ne peut pas situer les dates où elles ont été creusées, bien sûr. Ça peut aller jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y avait 18 grottes creusées dans le tuf volcanique, 18 grottes dont j'ai fait une carte où elles sont situées. Il y en reste 3 en très bon état. Les animaux semblaient cohabiter avec les habitants, puisqu'il y a des trous d'attache sur les parois de la grotte où on estime pouvoir y attacher des petits animaux. Il y a un espace aussi où ce sont de plus gros animaux avec des trous d'attache bien plus gros, bien plus solides. On peut dire qu'ils vivaient des bestiaux, peut-être des vaches, peut-être des ânes ou des chevaux. On n'a pas de vestiges qui permettent de dater. C'est peut-être pour cette raison que les historiens n'ont pas cherché des vestiges ou autres. Comme c'est creusé dans le dur, dans le tuf, on ne pouvait pas enterrer les outils ou la suite. Donc on ne trouve rien et personne n'a rien cherché. Et encore maintenant, personne n'était bien occupé de ces grottes-là. Elles ont été anonymes et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est unique. C'est unique dans notre région, des grottes comme cela. Elles disparaissent petit à petit parce que les habitants, quand ils construisaient une maison, ils essayaient d'avoir la grotte avec, ce qui faisait une bonne cave. Donc ils construisaient à flanc de la grotte, et ils avaient la cave, ou carrément dessus, et c'est dommage, on ne les a pas protégées, et elles ont disparu. Et elles vont disparaître aussi si personne ne fait rien, mais elles sont intéressantes si on prend le temps de les observer et de les visiter. Ceci est le document le plus ancien conservé aux archives départementales du Cantal. L'église de Bredon, le trésor de Bredon, c'est très varié. Il arrive en 1047. C'est le premier abbé de Moissac envoyé par Cluny, en Bourgogne. Donc il y a beaucoup d'objets de différentes époques, de différentes tailles et différents matériaux. Pourquoi? Parce qu'on a les grands objets qui sont les statues que vous avez filmées, qui en fait décoraient les retables et qui ont été heureusement oubliés par les voleurs, ou ils n'ont pas eu le temps. Donc on a des grandes statues, on a aussi des objets beaucoup plus petits. C'est une église qui a 1000 ans d'histoire, qui en plus est une église martyre.
qui a été victime de vols, des intempéries, etc. Donc c'est ce qui fait qu'elle est touchante. Ce matin encore, à Bredon, on a du mal à cacher une émotion teintée de colère. Les auteurs du pillage ne se sont pas trompés. Le préjudice est considérable, en particulier pour l'un des plus beaux rétables majeurs de Haute-Auvergne. C'est Sabine Fournal, guide des lieux, qui le lundi à 10 h a découvert le désastre. Le dimanche, elle avait remarqué une caravane stationnée à proximité de l'édifice. En partant le soir à 19 h, j'avais mis un petit papier indiquant qu'il n'avait pas le droit de faire du camping sauvage sur l'esplanade, vu que c'est un site classé. Et donc le fameux papier en question que j'avais posé sur la caravane, on l'a découvert en ouvrant la porte le lundi, qui était chiffonné à l'intérieur de l'église. Les 53 pièces dérobées sont toutes répertoriées et classées. J'ai été guide et donc régisseuse de 2000 à 2002, les 3 étés. Ça a gâché le plaisir de tous et ça, c'était, c'est vrai que ça a été très triste. Enfin, moi en plus, j'y avais tellement passé du temps tous les étés, tous les jours. Bredon est en restauration, mais depuis plusieurs années, et c'est un chantier qui se fait vraiment sur le long terme. Un chantier qui est permanent. J'aime dire que Bredon, c'est un petit peu la Sagrada Familia du Cantal. On est vraiment dans un mouvement, une sorte de fièvre en fait, qui gagne le continent européen, et on a cette fièvre clunisienne, tout est clunisien, les papes sont clunisiens, les cadres de l'église catholique romaine sont clunisiens. C'est pas lui qui s'est fait zigouiller, c'est l'évêque qui a voulu profiter de l'occasion, quand ils ont consacré cette église, pour récupérer le droit qu'il y avait par rapport à l'église précédente, qui était un bien clunisien. C'est l'évêque qui avait voulu magouiller pour que dans la consécration de l'église, il profite de l'opportunité pour se la récupérer. Il y a eu un recours qui a été transmis au pape, et puis le pape venait à Clermont pour la première croisade. Et comme par hasard, lui aussi il était un peu, impliqué dans le système. L'évêque de Clermont a hébergé l'évêque, hébergé le pape à cette occasion-là, et comme par hasard il est mort dans la nuit.